Allez, on se réveille. Tu fais moins le malin quand t'es capturé, hein. En tant qu'ami le plus proche d'El Chapo, t'as des choses à me dire. Moi, Aurelio Salvador Mendoza Cortés, j'ai rien à te dire. Décidez-moi vous, le criminel. Si t'étais né dans les mêmes conditions que moi, peut-être que t'aurais fait pire. Moi, j'appartiens pas à votre espèce. Ah bon, tu n'es pas de l'espèce humaine? Qu'est-ce que tu penses qui peut pousser un homme à rentrer dans le crime? Vous êtes quête de vermine habitée par un démon. On n'a pas fait des bonnes choses, c'est vrai. On a peut-être fait du mal et causé du tort à beaucoup de monde. Mais on s'est sorti de la merde pour nous sauver, nous et notre famille! Bah oui, par la drogue, le meurtre. Bravo. Bande de cafards. On n'est pas tous nés sous la même étoile. Je vais te raconter l'histoire du plus puissant parrain du cartel de Sinaloa. Le plus grand baron de drogue que le Mexique n'ait connu. Cet homme, c'est El Chapo. Peut-être que tu comprendras mieux qui nous sommes. Tu m'en diras ton. Si ton petite histoire me plaît pas, c'est la prison à vie qui t'attend. Si tu regardes cette vidéo, c'est que t'aimes écouter des histoires. À ce moment-là, je peux te proposer un mois gratuit chez Audible, résiliable à tout moment. C'est même pas une sponsorisation. Mais chaque fois que quelqu'un démarre un essai gratuit, moi, je touche une petite commission, même si tu payes rien. Donc tu peux écouter tous les livres que tu veux pendant un mois, résilier, et donc avoir profité de plein de livres gratuitement. Et moi, ça me fait un peu d'argent. Donnant. C'est parfait, non? Lien en description. Détache mes mains, je serai plus à l'aise pour parler. El Chapo, de son vrai nom Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, est né le 4 avril 1957 dans une famille pauvre, à La Tuna, une petite ville rurale de l'état de Sinaloa, au Mexique. Ses parents sont Emilio Guzmán Bustillos et María Consuelo Loera Pérez. On connaissait son père officiellement comme éleveur de bétail et aussi en tant que cultivateur de pavot à opium. On les appelle les gomeros. Le pavot à opium, c'est une plante dont on extrait la gomme d'opium pour la vendre à des cartels qui le transforment ensuite en héroïne. Et c'était une pratique qui était très courante à cette époque-là et beaucoup de gens faisaient ça dans la région où El Chapo et moi on avait grandi. Guzmán, il était dans une famille nombreuse, 2 sœurs et 4 frères. Il avait aussi 3 grands frères mais qui sont morts de cause naturelle quand il était plus jeune. Quand on était gamin et que j'allais chez lui, le climat était tendu à la maison. Et quand on se voyait à l'école, il me disait qu'ils étaient régulièrement battus. Guzmán était contre ça et il se laissait pas faire. Il me racontait qu'il tenait tête à son père et protégeait ses frères et sœurs, ce qui énervait encore plus son père et il recevait encore plus de coups. Je le voyais des fois avec des marques sur le corps. Et pour un enfant, c'est pas beau à voir. Mais c'était pas suffisant. Sa mère aussi se faisait battre. Personne n'était épargné. Et il y a une situation qui arrivait régulièrement. Il s'enfuyait parfois chez sa grand-mère maternelle pour échapper à la violence de son père. Heureusement, sa mère était son soutien émotionnel. Ils avaient une relation très forte entre eux. Malgré ça, quand il était enfant, pendant que j'allais jouer au foot avec des potes ou voler des magasins, lui vendait des oranges après l'école pour aider à ramener de l'argent et être utile à la famille. C'était un petit blagueur à l'époque. Il adorait faire des farces. Je me rappelle une fois, il avait caché une orange dans son t-shirt qu'il avait fait tomber par son short comme s'il la pondait. C'était notre premier fou rire ce jour-là. Mais il a abandonné l'école au CE2 pour aller travailler avec son père. Et aussi parce que l'école la plus proche de chez nous se situait à 60 km. Et c'est donc à l'âge de 8 ans qu'il allait dans les champs pour travailler avec son père qui le bat. Perso, j'aurais préféré vendre du jus d'orange. Donc il travaille avec son père pendant plusieurs années et ensemble ils continuent à cultiver du pavot à opium. Mais officieusement, son père vendait de la marijuana dans les centres commerciaux les plus proches de la zone, avec son fils. Guzmán. Donc voilà une activité père-fils qui renforce les liens et qui fait grandir l'enfant dans de bonnes conditions. Mais après tout, on était pauvres, leur situation était compliquée, c'était peut-être le seul moyen de s'en sortir, le seul moyen de faire un petit peu d'argent pour faire sortir la famille de la pauvreté et investir pour un avenir meilleur. Si seulement. Avec El Chapo, on se cachait dans les ruelles et on a plusieurs fois surpris son père en train de dépenser les bénéfices dans l'alcool et les femmes. Il rentrait dans sa famille sans rien. Tout ce travail pour au final tromper sa femme et devenir alcoolique. Et fatigué de sa mauvaise gestion, Guzmán en a marre de voir son père faire n'importe quoi. Alors El Chapo et moi, on a commencé à cultiver notre propre plantation de marijuana à l'âge de seulement 15 ans. On a fait ça avec des cousins à nous et on a soutenu nos familles avec la production de marijuana. À 15 ans, il prend les responsabilités de son père, il aide sa famille. Et ça ne plaira pas à son père. Son père l'a expulsé de la maison et il est allé vivre avec son grand-père. C'est à cette période que Guzmán a gagné le nom d'El Chapo. C'est de l'argot mexicain pour dire le petit, le trapu, et c'était dû à sa taille d'1,68 m
et son physique vraiment assez trapu. Cette ville où on a grandi est une sorte de ville maudite. Ce genre de petite ville que les gens ne quittent jamais. Ils ne veulent pas partir explorer le monde. À ce moment, El Chapo et moi nous sommes entourés de gens qui ne veulent pas évoluer, qui ne veulent pas quitter cet endroit. Mais pourquoi Guzman resterait-il ici? Son père le maltraite, sa famille a besoin d'aide, il n'y a pas d'opportunité dans cette ville, il doit viser plus haut pour sortir sa famille de cette situation. Lui et moi on va quitter notre ville natale à la recherche de plus grandes opportunités. Et ce grâce à son oncle, Pedro Avilés Pérez, l'un des pionniers de la drogue mexicaine. On quitte alors Badiraguato dans notre vingtaine et c'est à ce moment-là qu'on va faire nos premiers pas dans le crime organisé. À la fin des années 70, le principal syndicat du crime au Mexique était le cartel de Guadalajara, dirigé par de grands barons de la drogue, tels que Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, ou Le Parrain, Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, Ernesto Fonseca Carrillo, alias Don Neto, Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, Le Bleu, et encore d'autres. Dans les années 1970, Guzman a d'abord travaillé pour le baron de la drogue, Héctor Luis Palma Salazar, aka El Güero. Son rôle était de transporter la drogue et superviser leurs expéditions, au commencement par avion. Depuis ses premiers pas dans le crime organisé, Guzman était ambitieux et faisait régulièrement pression sur ses supérieurs pour lui permettre d'augmenter la part des stupéfiants qui traversaient clandestinement la frontière. J'étais impressionné par son talent de négociation. Il avait une gestion des affaires dure et violente. Si l'une de ses expéditions de drogue n'arrivait pas à temps, Guzman tuerait simplement le passeur lui-même en lui tirant une balle dans la tête. Honnêtement, il me terrifiait parfois. Et on dirait pas avec son physique. De par cette manière de procéder, il a imposé le respect. Et son entourage a appris qu'il n'était pas judicieux de le tromper ou de s'adresser à d'autres concurrents, même s'il proposait de meilleurs prix. Les dirigeants du cartel de Guadalajara apprécièrent le sens des affaires de Guzman. Et au début des années 80, ils le présentèrent à un fameux Félix Gallardo. Qui est ce Félix Gallardo? Son histoire à lui aussi est digne d'un film, autant répugnante qu'intéressante. Laisse-moi faire une digression de 2 minutes. Communément appelé El Jefe de Jefes, le patron des patrons, et El Padrino, le parrain, c'est un des fondateurs du cartel de Guadalajara. Et il a collaboré dans les années 80 avec Pablo Escobar. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que avant, c'était un ancien agent de police judiciaire. Pour faire court, il a travaillé comme garde du corps familial pour le gouverneur de l'état de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, dont les relations politiques ont aidé Félix Gallardo à bâtir son organisation de trafic de drogue. La corruption est au maximum. Mais sa vie bascule dans l'enfer lors d'un triste jour de 1980. Un agent avec un grand espoir de justice et de paix voit le jour. L'agent spécial de la DEA, Drug Enforcement Administration, qui lutte contre le trafic de stupéfiants, Enrique Kiki Camarena. En enquêtant, il découvre rapidement des milliers d'hectares de cannabis, qui suite à sa découverte, sont instantanément brûlés. Mais en réponse, Félix Gallardo aurait ordonné l'enlèvement de Camarena. Alors le 7 avril 85, des policiers payés par le cartel l'ont kidnappé. Camarena a été torturé pendant 30 heures, puis assassiné. Les résultats de l'autopsie ont indiqué qu'on lui a injecté de l'adrénaline pour le garder éveillé afin qu'il reste conscient de toute la torture. Et il est décédé lorsque son crâne a été perforé par une perceuse. Ses côtes ont été brisées, son crâne et son nez écrasés. Son corps, enveloppé dans du plastique, a été retrouvé dans un trou peu profond dans un ranch. Vous voyez à quel point vous êtes répugnant. Ouais, cette histoire est abominable et me touche aussi profondément. Félix Gallardo ainsi que Rafael Caro Quintero et Ernesto Fonseca Carrillo ont été arrêtés en 1989 puis mis en prison. Félix Gallardo nie tous les faits et proclame son innocence dans cette affaire. Han pasado 32 años. Es una eternidad para un hombre que no cometió ningún delito. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'il l'a tué lui-même, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était impliqué. Il y a aussi des théories comme quoi la CIA ou la DEA auraient embauché le cartel de Guadalajara pour le tuer. Ils étaient même peut-être présents lors de la torture. Et Caro Quintero serait actuellement le suspect numéro 1 depuis une nouvelle enquête de 2022. Bref, je trouvais ça important de faire cette digression sur qui était Félix Gallardo parce que c'est un personnage qui est très important. Maintenant, revenons-en à El Chapo. Après avoir rencontré Félix, il a travaillé comme chauffeur avant d'être chargé de la logistique. Et c'est là qu'il coordonnait les expéditions de drogue de la Colombie vers le Mexique, par voie terrestre, aérienne et maritime. Guzman a gagné suffisamment de notoriété et on a commencé à travailler directement pour Félix Gallardo. On était au plus proche de lui. À ce moment-là, les trafiquants de drogue mexicains étaient des intermédiaires pour les cartels de Colombie. Cependant, au milieu des années 80, le gouvernement américain a accru la surveillance des forces de l'ordre et a réduit efficacement les opérations de trafic de drogue dans cette zone. C'est à ce moment-là que les cartels colombiens ont commencé à nous confier beaucoup plus de cocaïne parce que c'était devenu plus rentable pour eux, dû à la surveillance de masse qu'il y avait, et ça a donné au Mexique beaucoup plus de contrôle sur les expéditions de drogue. Et le crime organisé mexicain a alors gagné plus de poids. Mais comme il y avait plus de forces de l'ordre,
il y avait aussi beaucoup plus d'infiltration de leur part dans les cartels, avec des agents qui travaillaient en tant qu'informateurs. Et c'est à ce moment-là que Camarena est mort. Guzman a profité de la crise en interne pour gagner du terrain au sein du cartel et faire davantage d'opérations de trafic de drogue. Et suite à l'arrestation de Félix Gallardo, il a été convenu de diviser le cartel de Guadalajara en plusieurs parties. C'est là qu'a été formé le cartel de Sinaloa sous les trafiquants Ismael El Mayo Zambada, Palma et Guzman. Guzman avait réussi l'expédition de 2000 kg de marijuana et environ 4700 kg de cocaïne entre 1987 et 1990. Tu te demandes sûrement comment il a fait pour faire circuler autant de drogue? Un jour, il nous a tous réunis à table et il a dit « Les gars, j'ai une idée. On va faire des tunnels. » Au début, on l'a pris pour un fou. C'était trop cher, trop dur à faire, beaucoup trop long, mais il a expliqué son plan et nous a convaincus. Just how far or how deep will the drug smugglers go? Well, now, at one point on the Mexican border with Arizona, they have built a drug tunnel. Nothing like it has ever been seen. The tunnel was called one of the most sophisticated drug smuggling schemes authorities have ever seen. Les tunnels étaient très profonds pour camoufler les bruits, avec parfois un système de rails et même une ventilation. On a embauché des centaines d'ingénieurs talentueux pour avoir ces résultats. Grâce à ça, on faisait circuler facilement la drogue du Mexique jusqu'aux États-Unis. El Chapo est quelqu'un de très intelligent, beaucoup plus que la moyenne. Et en plus de ça, Palma et El Chapo ont emballé la cocaïne dans des canettes de piment sous la marque La Comadre, avant d'être expédiés aux États-Unis par train. J'étais mort de rire quand ils m'ont raconté l'idée. En échange, on était payé sous forme de grosses valises remplies de millions de dollars en espèces. J'avais jamais vu autant d'argent d'un coup. Et des agents de douane corrompus veillaient à ce que les livraisons des valises ne soient pas inspectées. Des membres du gouvernement ont également été soudoyés. Alors, c'est que nous les criminels ou tes collègues en font aussi partie? Suite à l'arrestation de Félix Gallardo, l'organisation se scinde en différents cartels. Il a attribué de sa prison et par téléphone des zones, aussi appelées plazas, à occuper par les cartels. Il scinde l'organisation en 3 cartels égaux. Le cartel de Tijuana, plus petit mais proche de Los Angeles, donc riche, était dirigé par les frères Arellano Félix, 2 frères sanguinaires craints de tous et violents. Ensuite, on a le cartel de Ciudad Juárez, dirigé par Amado Carrillo Fuentes, un baron plus diplomate, avec des accès facilités par autoroute. Et puis on a l'outsider, le rookie de la drogue, El Chapo, qui récupère le cartel de Sinaloa, une vaste zone désertique qu'il faut développer. Le fait que les cartes soient en quelque sorte redistribuées va créer des tensions pour obtenir le pouvoir absolu. C'est à ce moment-là qu'on a créé des centaines de tunnels entre le Mexique et les États-Unis, grâce à quoi on était le cartel qui vendait le plus. Mais on avait aussi besoin d'un accès qui passait par le cartel de Tijuana pour être encore plus puissant. Alors, en 89, Guzman a envoyé un de ses hommes les plus fiables, Armando López, alias El Rayo, pour parler avec le clan Arellano Félix à Tijuana. Mais avant même d'avoir eu l'opportunité de leur parler face à face, López a été tué par les frères Félix. Le cartel de Tijuana a ordonné de tuer les membres de la famille López restants afin de ne pas avoir de représailles. Alors, la guerre des cartels a commencé. Cette même année, les frères Arellano Félix ont envoyé Enrique Rafael Clavel Moreno pour infiltrer la famille de Palma, bras droit d'El Chapo, et séduire sa femme, Guadalupe Leija Serrano, un plan machiavélique. Ils l'ont séduit et ont réussi à la convaincre de retirer 7 millions de dollars de l'un des comptes bancaires de Palma à San Diego. Je sais pas comment ils ont fait, j'étais pas là moi. Mais l'histoire est triste et sombre. Clavel l'a décapité et a envoyé sa tête dans une boîte à Palma. Il s'agissait de la première décapitation liée au trafic de drogue au Mexique. 2 semaines plus tard, Clavel a tué les enfants de Palma. Hector, 5 ans, et Nathalie, 4 ans, en les jetant d'un pont au Venezuela. Palma a riposté en envoyant ses hommes tuer Clavel alors qu'il était en prison. De plus, notre cartel a riposté contre les frères Félix avec des assassinats des membres de leur famille. Le cercle de la vengeance était lancé. Le procureur général du Mexique a formé une unité spéciale pour enquêter sur les meurtres, mais ça a été abandonné lorsqu'ils ont découvert que Guzman avait payé 10 millions de dollars certains des plus hauts responsables de la police mexicaine. Entre-temps, il y a eu des fusillades en boîte de nuit, des drive-by, beaucoup d'assassinats et d'innocents tués. Los homicidios registrados en los últimos días en Sinaloa marcan el retorno de gatilleros para disputas entre grupos por el control de la plaza. La guerre des cartels devient publique, se balader en famille dans la ville de Culiacán devient dangereux. Car à tout moment, des rivaux se croisent, ouvrent le feu et dans la rixe, te tuent ou un membre de ta famille par balle perdue. La guerre entre les 2 cartels s'est poursuivie pendant encore 6 mois, mais aucun de leurs dirigeants respectifs n'a été tué. Néanmoins, une dernière confrontation va tout changer.
Alors qu'Arellano Félix était à l'aéroport international de Guadalajara en train de réserver son vol pour Tijuana, des gens l'ont informé que Guzman se trouvait sur le parking de l'aéroport. Après avoir repéré la voiture où Guzman et moi se cachaient, environ 20 hommes armés du cartel de Tijuana sont descendus de leur véhicule et ont ouvert le feu vers 16h10. La voiture était criblée de balles, plus de 60 impacts de balles. Le problème, c'est qu'il ne s'agissait pas de notre voiture. Non. Lui et moi, on se trouvait à l'intérieur d'une berline brick verte à une courte distance de la cible. Alors, qui ont-ils tué à ce moment-là? À l'intérieur du véhicule visé se trouvait le cardinal et archevêque de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, décédé sur place des suites de 14 blessures par balle. Ocampo était vénéré, car le Mexique est un pays catholique. Et cette histoire est un peu floue, parce qu'on aurait dit que de tuer l'archevêque faisait aussi partie du plan. Ainsi on éliminait à la fois El Chapo et Ocampo. Car Ocampo disposait en effet d'un dossier contenant des preuves qui impliquaient plusieurs hommes politiques mexicains dans le crime organisé, parmi lesquels il se trouvait le frère du président du Mexique de l'époque, Carlos Salinas de Gortari. Ainsi on se débarrassait de l'archevêque et on faisait porter le chapeau à Guzman de l'avoir tué. Au milieu de la fusillade et de la confusion, on a réussi à s'échapper et on s'est dirigé vers l'une de ces maisons sûres à Bugambilias, un quartier à 20 minutes de l'aéroport. Mais la mort d'Ocampo était la perte de trop, car il était décédé aux yeux de tous, en public, dans un aéroport. Là, on venait d'atteindre un point de non-retour. La nuit où le cardinal a été tué, le président mexicain Carlos Salinas s'est exprimé sur cet acte qu'il a jugé de criminel. Mais il n'a donné aucune indication sur l'implication du crime organisé. La mort de l'archevêque Ocampo, une figure religieuse de premier plan, a indigné le public mexicain, l'église catholique et de nombreux politiciens. Le monde entier regardait le Mexique et son incapacité à gérer la violence des cartels et de la drogue. C'est alors que commence une chasse à l'homme massive. 5 millions de dollars de primes pour l'arrestation de n'importe qui était impliqué dans cette fusillade. Mexico today, a funeral mass for Cardinal Juan Posadas Ocampo. The Mexican government has offered a $5 million reward for the drug traffickers who gunned him down. Des photos du visage de Guzman, auparavant inconnu du public, ont commencé à apparaître dans les journaux et à la télévision à travers le Mexique entier. El Chapo et moi étions apeurés. El Chapo a même été accusé pendant un moment de l'assassinat de l'archevêque Ocampo, alors que c'est El Chapo qu'on a essayé de tuer. Craignant d'être capturé, on s'est enfui à Mexico. Le stress montant, on a été forcé de changer d'identité. Après avoir obtenu un passeport portant le faux nom de Jorge Ramos Pérez, El Chapo a été s'installer au Guatemala le 4 juin 1993, pendant que moi, je rejoignais la frontière du Mexique pour faire passer la drogue par tunnel. Son plan était de traverser le pays et s'installer au Salvador. Pendant son voyage, les autorités du Mexique et du Guatemala suivaient ses mouvements. Pour y échapper, Guzman a payé 1,2 million de dollars à un responsable militaire guatémaltèque pour lui permettre de se cacher au sud de la frontière mexicaine. Le responsable anonyme a cependant transmis des informations sur l'endroit où se trouvait Guzman aux forces de l'ordre. C'est alors le 9 juin 1993 que Guzman a été arrêté par l'armée dans un hôtel, près de la frontière entre le Guatemala et le Mexique. Moi j'étais en pleine mission dans les tunnels à ce moment-là, ce qui m'a sauvé. Mais lui a été immédiatement emmené au centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1. J'ai nommé Altiplano, une prison à sécurité maximale située à Almoloya de Juárez, dans l'état de Mexico. Puis il a été transféré 2 ans plus tard dans une autre prison à sécurité maximale, Puente Grande, à Jalisco. Il a été condamné à 20 ans de prison pour trafic de drogue, association de malfaiteurs et corruption. Pendant qu'il était en prison, l'empire de la drogue et le cartel ont continué à fonctionner sans relâche, dirigé par son frère, Arturo Guzman Loera, connu sous le nom d'El Pollo. Yes. Quand El Chapo était en prison, des associés lui ont apporté des valises pleines d'argent pour soudoyer les employés et permettre à El Chapo de maintenir son style de vie opulent, même en prison. Les gardiens de prison agissant comme ses serviteurs. L'argent qu'il proposait aux gardiens leur faisait tourner la tête. Le Mexique n'était pas aussi émergent qu'aujourd'hui. Et à l'époque, les sommes qu'El Chapo proposait pouvaient acheter n'importe qui. Il payait même les prisonniers et leurs familles afin qu'ils travaillent pour lui. Quand un gardien refusait de se faire corrompre, il se faisait violemment frapper. La prison lui était bénéfique car il échappait à la guerre des cartels et gérait son réseau sans souci depuis sa cellule. La prison lui appartenait. À la suite de la mort de Pablo Escobar, les 2 autres cartels sont devenus beaucoup trop puissants.
Amado Carrillo Fuentes, chef du cartel de Ciudad Juárez, achète tout le système de production de cocaïne d'Escobar. Il devient le cartel le plus puissant, contrôlant même la cocaïne qui passe par le cartel de Tijuana. Il a plus de pouvoir que le pays du Mexique, et personne ne peut l'arrêter, car l'économie mexicaine reposait en grande partie sur le trafic de drogue. Après avoir ramassé des fortunes, Amado Carrillo Fuentes disparaît le 4 juillet 1997. On ne sait pas s'il est réellement mort ou juste disparu, car le corps retrouvé ne possédait pas certains grains de beauté qu'il avait. Et il serait mort suite à une chirurgie plastique, et le chirurgien qui l'a opéré a été retrouvé coulé dans une dalle de béton. Suite à sa disparition, son cartel a été remis en jeu. C'est alors une opportunité pour les frères Félix ainsi qu'El Chapo de reprendre le cartel et de devenir encore plus puissant. Alors, après avoir passé 8 ans en prison, El Chapo décide de s'évader. Laisse-moi te raconter comment s'est déroulé le plan. Le 19 janvier 2001, Francisco Camberos Rivera, un gardien de prison, a ouvert la porte de la cellule à commande électronique de Guzman. Il est monté dans un chariot à linge que Camberos a fait sortir par la porte d'entrée. L'histoire racontée aux autres gardiens soudoyés pour ne pas fouiller le chariot à linge était que Guzman faisait sortir clandestinement de l'or de la prison. Tout le monde était corrompu. D'ailleurs toi, pour 100 000 €, tu me laisses partir maintenant ou pas? Ouais, je vois. T'as envie de connaître la suite de l'histoire, hein? Alors, il a ensuite été transporté dans le coffre d'une voiture conduite par Camberos hors de la ville. Selon les autorités, 78 personnes ont été impliquées dans son plan d'évasion. Et le plus drôle là-dedans, c'est que Camberos est actuellement en prison pour l'avoir aidé dans son évasion. Guzman avait soigneusement élaboré son plan pour s'évader. Il exerçait une influence sur tout le monde dans la prison, y compris le directeur de l'établissement, qui est maintenant en prison pour l'avoir aidé à s'évader. Voilà, le directeur de la prison est actuellement en prison à cause de mon gars El Chapo. En plus de ces complices-là, la police de Jalisco avait été payée pour laisser 24 heures à Guzman de quitter l'État et anticiper une chasse à l'homme. L'évasion lui aurait coûté 2,5 millions de $. À sa sortie de prison, les frères Félix veulent lui faire la peau. Mais rapidement, Ramon Félix se fera tuer par un policier, lui aussi décédé lors de l'affrontement, et son frère Benjamin Félix se fait arrêter. Notre cartel de Sinaloa est alors plus puissant que jamais et élimine le cartel restant. On contrôlait tout le pays, jusqu'à devenir même international avec des livraisons par sous-marin dans le reste du monde. El Chapo était devenu en un instant l'homme le plus recherché du monde. Le gouvernement américain le décrit même comme étant le narcotrafiquant le plus puissant de tous les temps. Et ce, surtout de par son pouvoir politique qui est exporté à l'international. Et bien que Guzman se soit caché pendant 13 ans dans des zones reculées de la montagne de la Sierra Madre sans être capturé, ses gardes du corps arrêtés ont déclaré à l'armée qu'il avait commencé à s'aventurer à Culiacán. Quelle bande de traîtres. Le 16 février 2014, l'armée mexicaine a suivi les indications données par les gardes du corps arrêtés jusqu'à la maison de Guzman. Estas imágenes de la cámara de Vázquez muestran decenas de marinos mexicanos tratando de romper la puerta de la guarida del Chapo. Mais ils ont eu du mal à enfoncer la porte d'entrée renforcée en acier. Grâce à quoi, El Chapo a pu fuir grâce à un tunnel localisé sous sa baignoire relié à 6 autres propriétés. Beneath this bathtub, a secret tunnel. And you can see it's been quite carefully constructed out of wood. You have to crouch a little bit, but you're quite mobile. And there's an electricity system running throughout it. And the tunnel system comes out right here in another safe house just down the road. Des tunnels et encore des tunnels. Mais le 22 février 2014, à 6h40 du matin, El Chapo va vivre une matinée agitée qu'il n'avait pas prévue. Il logeait dans les copropriétés de Miramar, avec sa femme Emma Coronel et ses 2 filles. Les autorités mexicaines ont repéré où il se cachait et une fois devant la porte d'entrée, ils sont entrés par effraction dans l'appartement et ont lancé l'assaut. Guzman était couché avec sa femme. Leurs 2 filles se trouvaient dans la copropriété au moment de l'arrestation. Guzman a tenté de résister physiquement, mais en vain. Aucun coup de feu n'a été échangé. C'est à ce moment-là que les premières photos de sa capture ont été prises. Son identité a été confirmée par un examen d'empreinte digitale immédiatement après sa capture. Aujourd'hui, à 6h40 du matin, des éléments de la marine ont arrêté Joaquín Guzmán Loera. Puis il a été transféré au Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1, une prison à sécurité maximale d'Almoloya de Juárez. La surveillance à l'intérieur du pénitencier et des zones environnantes a été renforcée par une plus forte présence des forces de l'ordre. Faudrait pas qu'il s'échappe à nouveau quand même.
C'est la honte pour le gouvernement mexicain sinon. Et le président mexicain de l'époque, Enrique Peña Nieto, a confirmé l'arrestation sur Twitter et a félicité les différents organismes pour la capture de Guzmán. Le président colombien l'a félicité pour son arrestation. Le monde entier se réjouissait de la capture de l'homme le plus recherché du monde. Pendant que nous, on réorganisait le cartel pour qu'il fonctionne aussi bien que si El Chapo était là. Et malgré son arrestation, nos bénéfices croissaient de mois en mois. Guzmán a été emprisonné le jour même de sa capture. Et il me racontait que la zone où il vivait était inhumaine. Les cellules sont sans fenêtres. Les détenus ne sont pas autorisés à interagir entre eux et ils ne sont pas autorisés à contacter les membres de leur famille. Sa cellule était proche de celle de Jaime González Durán, alias El Humer, ancien chef du cartel de la drogue Los Zetas. Los Zetas, ce sont nos ennemis jurés. Et ils ont fait un acte horrible envers l'une des femmes de Guzmán, puisqu'elle a été retrouvée morte en 2008 dans le coffre d'une voiture avec la marque Z de Los Zetas scannée partout sur le corps. Revenons-en à El Chapo en prison. Il était seul dans sa cellule et disposait d'un lit, d'une douche et de toilettes simples. Il vivait sous 23 heures d'isolement cellulaire avec 1 heure par jour en extérieur. Les gardiens de prison qui gardaient sa cellule n'étaient pas autorisés à parler avec lui. Contrairement aux autres détenus, Guzmán n'avait pas le droit de pratiquer des activités sportives ou culturelles. Tu vois à quel point ils ont considéré qu'il pouvait être dangereux et intelligent, car tout pouvait être un prétexte pour lui pour s'évader. Le 16 juillet 2014, Guzmán a aidé à organiser une grève de la faim. Durant 5 jours dans la prison. Plus de 1000 prisonniers auraient participé à la manifestation. Ils se seraient plaints du manque d'hygiène, de nourriture et de soins médicaux dans la prison. Le gouvernement mexicain a même confirmé que la grève avait eu lieu, qu'ils les avaient écoutés et qu'ils avaient amélioré les conditions. Pendant ce temps-là, les accusations concernant El Chapo continuent à être jugées. Le tribunal a allégué que Guzmán avait eu recours à des assassins professionnels pour commettre des centaines d'actes de violence, notamment des meurtres, des agressions, des enlèvements, des assassinats et des actes de torture. En gros, tout le monde savait qu'il supervisait un empire de trafic de drogue, qui transportait des expéditions de plusieurs tonnes depuis l'Amérique du Sud vers les États-Unis, et que son réseau était facilité par des forces de l'ordre corrompues. Le gouvernement mexicain était alors couvert de honte. La corruption de l'État était démontrée aux yeux du monde. Un mouvement de haine a commencé à naître, à la fois contre El Chapo, d'avoir donné mauvaise réputation au gouvernement mexicain, mais aussi envers ce gouvernement corrompu. Et 2 clans se sont formés. Les défenseurs d'El Chapo qui montrent un gouvernement corrompu et les défenseurs du gouvernement qui en ont marre que le pays soit souillé par la drogue. La Cour a également allégué qu'El Chapo avait blanchi plus de 14 milliards de dollars américains provenant des produits de la drogue. Tous ces méfaits commencent à être exposés aux yeux du grand public. Et en additionnant toutes les accusations, Guzmán risque 300 jusqu'à 400 ans de prison. Ce qui est plutôt long. On est d'accord? Oui, si tu me racontes pas la suite, c'est ce qui va t'attendre. Malgré les dures conditions à l'intérieur de la prison, vous connaissez mon gars El Chapo. Comme d'hab, il bénéficie de privilèges. Il a droit à des coupes de cheveux pendant que les autres prisonniers sont rasés. Il a toujours trouvé ça important d'avoir des beaux contours et tout. Il a des visites de sa mère, sa femme, ses filles. Les barreaux de la cellule ne peuvent pas arrêter le pouvoir d'un baron. Après avoir passé 1 an et demi dans la prison la plus sécurisée du pays, El Chapo a peut-être eu le temps de penser à un plan d'évasion. Et en effet, il a eu un plan. Encore une fois. Mais est-ce qu'il arrive à s'évader de la prison la plus sécurisée? Bah oui. C'est El Chapo. L'évasion de Guzmán a déclenché une vaste chasse à l'homme. Il dégaine l'armée et les hélicoptères pour le retrouver. Si t'as déjà joué à GTA, là c'est comme si t'avais 5 étoiles. Mais 5 étoiles dans la vraie vie, ça rigole pas. La prison entière a été fermée et personne n'était autorisé à sortir ou à rentrer pendant cette période. Le gouvernement mexicain a également émis un avertissement international pour empêcher El Chapo de quitter le pays par tous les moyens possibles. Les vols à l'aéroport international de Toluca ont été annulés. On commence à accuser les policiers de la prison d'être impliqués dans la fuite. Et les policiers qui travaillaient pour la cellule de Guzmán ont subi un interrogatoire musclé. Même le directeur de la prison, Valentín Cárdenas Lerma, figurait parmi les personnes arrêtées. Ça te montre encore une fois le pouvoir d'El Chapo. Tellement puissant que tout le monde soupçonne tout le monde. Car il pouvait soudoyer n'importe qui. Et je sais ce que tu te dis. Mais comment il s'est échappé? Ça semble impossible. Voilà le plan qu'il a exécuté. En fait, il a été vu pour la dernière fois par les caméras de sécurité à 20h52 dans la douche de sa cellule. C'était la seule partie de sa cellule qui n'était pas visible par caméra. Après que les gardiens ne l'ont pas vu pendant 25 minutes sur la vidéo de surveillance, le personnel est parti à sa recherche. Mais trop tard. Lorsqu'ils ont atteint sa cellule, Guzmán n'était plus là. Et c'est dans la douche qu'ils ont remarqué quelque chose de spécial. Là où l'eau devait s'évacuer, un tunnel avait été creusé, menant de la salle des douches au chantier de construction d'une maison située à 1,5 km de là, dans un quartier de Santa Juanita.
Le tunnel se trouvait à 10 mètres de profondeur sous terre, 1,7 m de haut et 75 cm de large. Il y avait tout ce qu'il faut dedans. Éclairage, aération et matériaux de construction de haute qualité. Mais le plus fou, c'est la moto qu'ils ont retrouvée dedans. Parce que tout le long du tunnel, il y avait des rails et une moto. La moto servait à transporter du matos, comme des bouteilles d'oxygène, et elle a servi à El Chapo de s'échapper plus vite. Le roi des tunnels. Lorsqu'il était dans le tunnel en train de s'enfuir, il m'a dit qu'il s'était rarement senti aussi vivant, à la fois excité, stressé et euphorique, de réussir à s'évader de la prison numéro 1. On était mort de rire quand il nous racontait tout ça. On a fait la plus grande fête de notre vie quand on l'a retrouvé parmi nous. Je saurais pas te décrire ce sentiment si puissant qu'on a ressenti quand on l'a retrouvé à nos côtés. Mais lorsque la nouvelle de l'évasion a été annoncée, Peña Nieto s'est dit choqué par l'évasion de Guzmán et a promis que le gouvernement mènerait une enquête approfondie pour voir si les autorités avaient collaboré à l'évasion. Il a affirmé que la fuite de Guzmán était un affront envers le gouvernement mexicain et que celui-ci n'épargnerait aucune ressource pour l'arrêter. La única manera de poder revertir este agravio sin duda será la recaptura de este delincuente. Cependant, les médias ont souligné que cet incident était l'un des épisodes les plus embarrassants du pays. On mettait encore une fois devant les projecteurs la corruption du gouvernement mexicain. Et ça a remis en question la capacité du pays à lutter contre les groupes criminels organisés. Il a humilié à lui seul un pays entier et a montré publiquement qu'on peut même acheter le gouvernement. Une prime de 3,8 millions de dollars a été placée sur sa tête pour toute information qui conduira à l'arrestation de Guzmán. Ils vont même demander de l'aide à 3 généraux à la retraite de la police colombienne. Parmi eux se trouve Rosso José Serrano, un officier décoré qui a participé pour démanteler le cartel de Cali et le cartel de Medellín. Tout le Mexique est dépassé par El Chapo. Petit changement de sujet, mais tu connais l'actrice mexicaine Kate del Castillo? C'est une actrice mexicaine très connue. Il y a une drôle d'histoire entre elle et El Chapo. De sa vie amoureuse, elle aime les hommes fortunés parce qu'elle a été en couple avec un certain Emilio, fortune estimée à 3 milliards de dollars, ensuite un footballeur international et ensuite un acteur. Aucun d'entre eux n'était pas multimillionnaire. Donc, pas étonnant qu'elle s'intéresse à la 10e personne la plus riche du pays, à savoir El Chapo. Ils se sont échangés beaucoup de lettres, de SMS, notamment une lettre ouverte en 2012 dans laquelle elle lui dit de faire du trafic d'amour plutôt que de drogue. Ou encore quand elle a dit qu'elle croyait plus à El Chapo qu'en la vérité que le gouvernement cache. Guzmán a de nouveau contacté Del Castillo après son évasion en 2015 afin de réaliser un film sur sa vie. Dans les échanges de messages, ils se disent chacun à quel point ils sont impatients de se rencontrer. Kate dit qu'elle se sent protégée pour la première fois dans sa vie et que personne n'avait autant pris soin d'elle. El Chapo s'appelle même Papa. Il dit qu'il va la protéger plus que ses propres yeux. Bref, les deux tourtereaux font des conversations de collégiens qui se draguent. L'acteur américain Sean Penn accompagnera Kate afin de réaliser une interview. Donc les deux ont rendu visite à Guzmán pendant 7 heures, dans sa cachette dans les montagnes, Penn interviewant le fugitif pour le magazine Rolling Stone. Guzmán, qui n'avait jamais reconnu son trafic de drogue, a déclaré qu'il possédait une flotte de narcos sous-marins, d'avions, de camions et de bateaux et qu'il fournissait plus d'héroïne, de méthamphétamine, de cocaïne et de marijuana que quiconque. Mais les histoires amoureuses amènent souvent beaucoup de problèmes. Leur rencontre a aidé les autorités à localiser Guzmán grâce à des interceptions de téléphones portables et des informations des autorités. Alors, le gouvernement mexicain lance un raid contre nous. Mais on a accueilli leur armée par des tirs sur place, ce qui a permis à El Chapo de s'enfuir. Mais il a ensuite été retrouvé par un hélicoptère avec une fille dans les bras. Les autorités ont décidé de ne pas tirer. Finalement rattrapé par la police mexicaine quelques jours plus tard, le 8 janvier 2016, grâce à des échanges entre lui et la police corrompue, qui utilisait le nom de code de la tia, la tante, pour parler d'El Chapo. Les services secrets comprennent que c'est lui dont on parle et parviennent à le localiser. L'opération Black Swan est alors lancée. Une fusillade intense a éclaté entre les marines et plusieurs assaillants armés, faisant 5 morts et 6 blessés parmi les tireurs du cartel. Un marine a également été blessé. Dans le chaos de la fusillade, les marines ont découvert Guzmán, qui s'est enfui de la maison par une série de tunnels secrets qui passaient par les égouts de la ville, puis a tenté de s'enfuir à bord d'un véhicule volé. Peu après, il a été repéré par des agents fédéraux et arrêté. Les marines mexicains ont déclaré avoir trouvé dans la maison une cache d'armes comprenant 8 fusils d'assaut, 2 fusils M16 avec lance-grenades et d'autres armes. Ça m'étonne pas de lui. 2 voitures blindées ont également été saisies. Et il a toujours ses petites habitudes. Il tente de corrompre les policiers, mais là, c'était la fois de trop.
La police ne peut plus se permettre d'être corrompue à nouveau. Personne n'a cédé. Lorsque les officiers ont refusé, Guzman a déclaré « Vous allez tous mourir ». Les 4 policiers ont envoyé des photos de Guzman à leurs supérieurs, qui les ont informés que 40 assassins qu'on avait envoyés se dirigeaient pour libérer Guzman. Pour éviter cette contre-attaque des membres du cartel, les policiers ont emmené El Chapo dans un motel en périphérie de la ville, en attendant des renforts. Ils ont ensuite transféré Guzman à Mexico et il a été présenté à la presse à l'aéroport. We turn now to the other headlines tonight. Late word coming in, notorious Mexican drug lord El Chapo is being extradited to America. He famously escaped from prison twice. He's wanted on drug trafficking charges in the US. Authorities say he's being flown to New York. Puis transporté par hélicoptère vers la même prison de haute sécurité d'où il s'était échappé en juillet 2015. À partir du 10 janvier 2016, se lancent toutes les procédures de justice bien longues et tout ça. Il est accusé d'avoir exporté plus de 155 tonnes de cocaïne, de trafic d'héroïne, de méthamphétamine et de fentanyl, d'utilisation d'armes à feu, de blanchiment d'argent et d'avoir ordonné des violences, des tortures contre des membres des cartels rivaux. On estime le nombre de morts à cause de la guerre des cartels à environ 100 000 personnes. 3 ans plus tard, en 2019, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Alors, le 17 juillet de la même année, il est condamné à la prison à perpétuité dans la prison de haute sécurité d'ADX Florence, surnommée l'Alcatraz des Rocheuses. Pendant ce temps, le cartel continue de tourner et 4 fils d'El Chapo s'en occupent. Alors, les États-Unis offrent 5 millions de dollars pour la capture de chacun d'entre eux. Sa femme actuelle, Emma Coronel, est aussi accusée de s'occuper du cartel. Son père était aussi baron de la drogue à haut niveau. Pour la petite histoire, ils se sont rencontrés quand elle avait 17 ans et lui 51. Et El Chapo, il aime quand ça va vite. Donc il la marie quelques mois plus tard quand elle a 18 ans. Mais même si ça allait vite, aujourd'hui ils sont toujours ensemble, malgré la prison. Et elle l'a aidé lors de sa 2e évasion. Elle a aussi géré le cartel quand il était en prison. Et pendant qu'El Chapo purge sa peine, elle participe à une émission de télé-réalité, Cartel Crew, où elle joue le rôle de la femme d'un narcotrafiquant. Pas vraiment de l'acting là. Aujourd'hui, elle est influenceuse, se détachant petit à petit de l'image de femme de baron de la drogue. Elle a fait 3 ans de prison, mais a récemment été libérée. Contrairement à El Chapo, âgé de 66 ans, toujours en prison. Va-t-il s'évader de nouveau? Seul l'avenir nous le dira. Nous, les narcotrafiquants, avons fait et commis des choses horribles. Le trafic engendre violence, corruption et une multitude de maux. Néanmoins, plongeons un instant dans la réflexion pour explorer une perspective différente. Les narcotrafiquants, malgré la nature destructrice de leurs entreprises, sont souvent dotés de capacités exceptionnelles. Et je pense que dans d'autres circonstances, ils auraient pu briller dans des voies plus nobles. Le trafic de drogue à ce niveau exige des compétences rares, une intelligence aiguisée et une adaptabilité impressionnante. Ces compétences, si elles avaient été canalisées dans une direction positive, auraient pu potentiellement les conduire vers des sommets remplis de lumière, dans la légalité et dans des domaines légitimes. Pourtant, le destin de nombreux narcotrafiquants est souvent scellé avant même leur naissance. Nés dans des conditions de pauvreté, de violence ou d'instabilité, ils ont peu de choix et leur entrée dans le monde du trafic de la drogue semble parfois inévitable. El Chapo a déclaré « C'est une réalité que les drogues détruisent. Malheureusement, là où j'ai grandi, il n'y avait pas d'autres moyens et il n'y a toujours pas d'autres moyens de survivre. S'ils avaient été éduqués, s'ils étaient nés dans des conditions plus favorables, s'ils avaient été encadrés et avaient eu accès à des opportunités, qui peut dire quelles merveilles ils auraient pu accomplir dans d'autres domaines? Peut-être auraient-ils été des entrepreneurs, des innovateurs ou des leaders à la construction d'un avenir meilleur pour tous. Alors nous devons nous permettre de créer des conditions sociales et économiques plus équitables, offrant des alternatives positives aux jeunes, susceptibles d'être attirés par ce monde obscur. Le défi pour la société consiste à les amener vers des chemins plus vertueux, où leur potentiel pour le bien peut enfin briller, au lieu de rester enfoui dans les ténèbres de la criminalité. Oh le keuf, j'ai fini. Pollo, pollo. Si la vidéo et le concept t'ont plu, mets un j'aime, mets un commentaire et abonne-toi. Dis-moi de quel criminel tu voudrais que je parle la prochaine fois et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.